Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Une idée. Je me présente, Mehdi Zakaria, consultant en cybersécurité et protection des données et fondateur de la société Une idée. J'aurai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui tout au long de ce webinaire par Abdelrazak Ouaret, BDM chez Symantec, qui se fera un plaisir de vous présenter la solution Symantec DLP leader depuis de nombreuses années de la brique Data Loss Prevention au niveau mondial. Cette Unidée live s'inscrit, comme vous le savez, dans une série de mesures que nous avons entreprises dès le début du Covid pour aider nos clients à sécuriser leur système d'information. L'ensemble de nos initiatives, que ce soit nos guides, les différentes veilles technologiques que nous faisons, le replay de nos Unidays sont toutes disponibles sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Donc je vous invite évidemment à consulter régulièrement l'ensemble de nos supports pour voir, revoir, partager un certain nombre d'informations et d'actualités autour de la cybersécurité. Les violations de données gagnent en ampleur, comme vous le savez. Les hackers sont de plus en plus futés et malheureusement la quantité de données compromises augmente. Il n'y a qu'à ouvrir son navigateur internet et de taper fuite de données pour s'apercevoir effectivement qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une entreprise ne subisse un vol, une fuite de données. Un coup d'œil rapide sur les tendances en matière de violation de données montre que les hackers sont principalement motivés par l'appât du gain et que les informations personnelles sont un type de données très prisé. Il ressort également que les entreprises ne sont pas suffisamment préparées au piratage, même s'ils deviennent monnaie courante. Malgré l'actualité, malgré ce phénomène impressionnant depuis de nombreuses années, en particulier en 2020, sur le nombre de cyberattaques, sur le type de cyberattaques, sur leur complexité de plus en plus accrue, malgré cela, les entreprises ne sont pas suffisamment préparées. C'est un paradoxe sur lequel on essaie de travailler pour comprendre, pour sensibiliser davantage nos clients et les différentes entreprises. Différents acteurs augmentent ce risque de violation de données, comme le fait de laisser des dossiers accessibles et sans protection. La liste des risques potentiels pour les données d'une entreprise est très longue. Par exemple, tout ce qui est hacking visuel, tout ce qui est phishing, les APT, les flux réseau internes, l'envoi des tiers, rendre accessible une donnée à un utilisateur qui normalement ne devrait pas avoir accès à ce type de données sont évidemment les plus évidentes. La mobilité des données et la multiplicité des devices, laptop, stockage mobile, smartphone, constituent un risque supplémentaire. La mobilité des données et la multiplicité des devices, laptop, stockage mobile, smartphone, constituent un risque supplémentaire. En bout de ligne, le formatage peu soigneux des équipements destinés à être remplacés peut également être un vecteur de fuite de données. Par exemple, vous avez des ordinateurs en rebut, vous avez des ordinateurs qui contiennent donc des disques durs, des serveurs que vous souhaitez remplacer. Comment le processus de remplacement, comment le processus de mise au rebut de ces équipements est effectué? Qui a accès en fin de chaîne à ces équipements-là? C'est une information qui est capitale et qu'il faut prendre en compte dans la lutte contre la fuite de données, en tout cas l'identification des données, que ce soit lors de la création jusqu'à leur archivage ou leur suppression. L'identification des risques est un premier pan majeur. Elle revient à classer et à localiser les données selon leur sensibilité, par exemple les données bancaires, les données personnelles, dans les données personnelles, les données médicales, etc. etc. Et puis identifier les failles potentielles. Elle suppose une cartographie des données en repos, que ce soit au niveau serveur, au niveau base de données, au niveau poste de travail. Si vous avez des données dans le cloud, il faut les identifier, etc. etc. La classification des données suppose la conservation de ces dernières dans des supports appropriés en fonction de leur sécurité, ainsi que la définition des règles d'accès à ces données. Si la combinaison de plusieurs données devient sensible, il est utile de les chiffrer séparément. Enfin, une politique de lutte contre la fuite de données doit être constamment révisée du fait de l'évolution de l'activité, des données et des effectifs. Il est fondamental que chaque incident fasse l'objet d'un reporting et une enquête afin d'optimiser le process à venir. La question des données en mouvement implique évidemment de définir en temps réel des restrictifs
des restrictions nouvelles en fonction de la modification d'un fichier. Les outils qui permettent de faire du Deep Packet Inspection inspectent le contenu des données en mouvement, échange de données via email, via le web, le transfert de fichiers via FTP ou via FTPS, afin de déterminer si des données sensibles sont acheminées vers une destination non autorisée. Pour que le fonctionnement de la DPI soit optimal, les modules d'une DLP réseau doivent avoir une définition de manière optimale afin de minimiser l'impact sur la performance des systèmes et la rapidité des flux. Il est hors de question qu'un outil de DLP complexifie le travail d'un utilisateur. Il est hors de question évidemment qu'une DLP empêche un utilisateur de transférer des fichiers légitimes. Et donc il est extrêmement important d'avoir des outils qui prennent en compte les flux métiers, qui prennent en compte la manière dont travaillent au quotidien les différents métiers, les différents services, les différents processus. Avec la généralisation du cloud computing, les VPN constituent un nouveau terrain de jeu pour de potentielles failles de sécurité. On le constate depuis le début du Covid, un intérêt grandissant pour les cybercriminels du fait que les accès distants, le télétravail est exponentiel. L'ensemble des entreprises, l'ensemble des régions du monde, l'ensemble des États poussent au maximum les entreprises à travailler à distance. Et évidemment, les cybercriminels ne sont pas en reste et ont compris cette nouvelle tendance et donc vont accentuer leurs cyberattaques, accentuer leur recherche de failles de sécurité sur les outils qui permettent effectivement de faire ce type d'accès à distance et ce type de télétravail. Concernant les données d'utilisation, une solution de DLP contrôle les actions des utilisateurs via un agent qui va alerter, empêcher les actions les plus risquées, par exemple la copie de fichiers sensibles sur une clé USB ou encore l'envoi de données classifiées à une imprimante ou à un partage dans le cloud par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 90% des fuites de données seraient non intentionnelles. J'ai eu récemment le cas avec un client qui souhaitait envoyer un fichier classifié, un fichier très important, par email, et par erreur, il a transféré ce mail aux mauvaises personnes. Ça arrive, effectivement, ça représente le gros de la fuite de données, qui serait due donc à de la maladresse. Seul, donc 10% seraient d'origine malveillante. Et donc il faut prendre en compte ces 10%. Mais également ces 90%. Il est hors de question de se dire, puisque ce n'est pas fait exprès, je vais laisser passer. La DLP donc ne représente pas uniquement un défi pour l'IT, pour la DSI, mais constitue bel et bien l'affaire de tous, l'ensemble des utilisateurs, en commençant par la direction générale. Les diverses étapes de la mise en place de cette politique doivent être menées en concertation avec chaque métier, leur rôle, leurs responsabilités, les risques qui y sont liés, etc. La sensibilisation et la formation des collaborateurs sont cruciales pour l'efficacité de la politique de la DLP. L'objectif d'une DLP, ce n'est pas d'arrêter de manière importante la fuite de données. L'objectif, c'est de minimiser la fuite de données. Donc l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse être sensibilisé, effectivement, qu'il y a des documents qui sont classifiés, il y a des documents qui ne peuvent pas être copiés sur une clé USB, qu'il y a des documents qui ne peuvent pas être envoyés par email, qu'il y a des documents qui ne peuvent pas être manipulés en dehors d'une règle, de règles qui sont établies par l'entreprise, en tout cas par la politique de classification des données. Un passage obligé pour conserver la confiance de ses clients et partenaires et la mise en place d'une DLP qui peut être effectivement une technologie intéressante. Mettre en place une politique de protection de données est donc essentiel. La renforcer par des outils pour lutter contre la fuite d'informations est aujourd'hui indispensable. Je laisse Abdelrazak Ouaret vous présenter la solution Symantec DLP. Merci beaucoup et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Uniday, donc un Uniday qui sera consacré à la protection des données et à la solution Symantec Data Loss Prevention. Voilà, donc je m'appelle Abdelrazak Ouaret et je suis BDM chez Symantec. Donc, je fais partie de l'équipe qui couvre la région French-speaking Africa. Voilà. Donc, durant cette présentation, Inch'Allah, on va essayer de vous expliquer pourquoi le choix d'une solution de protection de données peut être important pour toute entreprise aujourd'hui. Quels sont les risques, quels sont les avantages, et ce qui pousse aujourd'hui les entreprises à adopter des programmes de protection de données et bien sûr donc des solutions de DLP.
Je vais vous présenter la solution Symantec Data Loss Prevention. Je vais vous expliquer les différents modules, les différentes solutions qui sont offertes à travers la solution Symantec DLP. Bien sûr, je vais vous dire pourquoi le choix de Symantec pourrait être un choix judicieux. Pourquoi choisir Symantec devrait être le choix idéal pour vous pour la protection de vos données les plus sensibles. Bien sûr, donc, à la fin, on va avoir une démonstration. Démonstration durant laquelle je vais essayer de vous montrer donc les différentes choses qu'on va voir durant la présentation. Donc, je vais essayer de vous démontrer les différentes techniques de détection, les différentes techniques de réponse, etc. Et bien sûr, on va avoir donc des questions-réponses où vous pourrez poser vos questions, vous pourrez exposer vos problématiques et durant laquelle donc on va essayer, Inch'Allah, de répondre, de vous éclairer, de vous expliquer comment faire face à toutes vos problématiques que vous pouvez avoir aujourd'hui pour la protection des données. Donc, avant de commencer donc la présentation de la solution DLP, il faut savoir que ce qui pousse aujourd'hui les entreprises à adopter des politiques ou bien des programmes de protection de données, ce sont souvent deux choses. La première, c'est tout ce qui est réglementation. D'accord? Donc aujourd'hui, pratiquement tous les secteurs d'activité sont régis par des normes et des standards. Parfois, ce sont des standards nationaux, parfois c'est des standards internationaux, etc. Donc on peut parler par exemple de PCI DSS pour tout ce qui est domaine bancaire. On peut parler de IPA pour tout ce qui est médical. On peut parler de GDPR, donc la régulation européenne pour la protection des données personnelles. On peut citer la loi 1807, donc la loi algérienne pour la protection des données personnelles aussi. On peut parler de NIST, on peut parler de ISO, etc. Donc, tous ces standards-là, toutes ces normes-là, on pousse aujourd'hui les entreprises à adopter des solutions de protection de données et notamment le DLP. La deuxième chose qui pousse les entreprises à choisir des solutions DLP, ce sont les risques d'attaque et les risques donc de fuite de données à travers les attaques. Il faut savoir que pratiquement 90%, si ce n'est pas plus, des attaques les plus importantes qu'on a recensées durant 2018-2019, entre 2018 et 2019, visaient à donc faire de l'exfiltration des données sensibles contre. D'accord? Aujourd'hui, les hackers ou bien les attaquants, ils ne cherchent plus à détruire, mais ils cherchent beaucoup plus à voler des informations qui peuvent être vendues, des informations qui peuvent être donc utilisées contre des entreprises par la concurrence, etc. Donc aujourd'hui, la donnée est devenue un moyen de chantage, est devenue un moyen de gain aussi pour certains organismes, pour certains hackers et attaquants. Et malheureusement, le deuxième chiffre que vous voyez là, 79%, donc pratiquement 80%, 8 sur 10 employés ont malheureusement des comportements qui favorisent la fuite de données, qui favorisent donc la perte de données, que ce soit d'une façon intentionnelle ou bien d'une façon inintentionnelle. D'accord? Donc parfois un employé ne connaît pas, ne fait pas la différence entre une donnée sensible et une donnée qui ne l'est pas. Parfois, par erreur, on peut partager des données qui sont sensibles sur certains supports. Ça peut être des serveurs de fichiers, des serveurs partagés au sein de l'entreprise et donc il y a des employés qui ne sont pas autorisés qui peuvent avoir accès. Parfois, malheureusement, on partage des données sur le cloud, on partage des données entreprises sur des réseaux sociaux, etc. Tous ces comportements-là donc, favorisent la fuite des données au sein de l'entreprise. Voilà. Et lorsqu'on parle de fuite de données, on parle de tous ces risques-là, de toutes ces problématiques-là qui peuvent être créées une fois qu'on perd des données. Aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises les plus importantes commencent à avoir des programmes pour la protection des données. D'accord? Avant qu'on parle de DLP, on parle déjà de programme de protection des données. Et lorsqu'on parle de programme de protection des données, il faut savoir que tout programme de protection de données
doit se baser essentiellement sur trois piliers. D'accord? La première brique très très importante, c'est la visibilité. D'accord? Afin de protéger quelque chose, on doit la connaître. On doit savoir où est-ce qu'elle se trouve. Ok? Aujourd'hui, les données peuvent se trouver sur un poste de travail, peuvent se trouver sur un serveur, elles peuvent se trouver sur le cloud, et n'importe quel programme de protection de données doit être capable de détecter, de récupérer ces données-là, indépendamment de leur lieu de résidence. D'accord? Une fois qu'on a de la visibilité sur l'ensemble des données de l'entreprise, il faut avoir les moyens, il faut avoir de détecter ces données-là avant qu'elles soient transmises, avant qu'elles sortent du périmètre protégé de l'entreprise. Et pour avoir donc cette protection-là, il faut avoir des moyens de détection évolués. Traditionnellement, on utilisait des techniques de base, donc on utilisait des techniques basées sur des mots-clés, sur des expressions irrégulières, etc. Mais depuis quelques années, on a commencé à partir beaucoup plus sur de l'intelligence artificielle, donc on utilise de l'indexation de documents, on utilise donc du machine learning, donc de l'apprentissage automatique, etc. Toutes ces techniques-là vont nous permettre de détecter efficacement les données et bien sûr empêcher leur transfert vers l'extérieur ou bien que ces données-là tombent entre des mains qui vont les utiliser contre nous. Le dernier donc, pilier, c'est l'intégration. Il faut que n'importe quelle solution de détection, n'importe quelle solution de protection de données que vous adoptez, il faut qu'elle puisse être interopérable, il faut qu'elle puisse être capable de s'intégrer avec votre écosystème, avec vos solutions de protection existantes, vos solutions de sécurité existantes. Aujourd'hui, une solution DLP qui ne communique pas avec votre mail gateway ne peut pas vous protéger donc contre la fuite des emails. Une solution DLP qui ne communique pas avec un proxy ne peut pas vous protéger lorsque quelqu'un il va essayer de transférer des données via le canal web. D'accord? Lorsque une solution de DLP ne s'intègre pas avec un CM, malheureusement, vous ne pouvez pas envoyer des logs, vous ne pouvez pas envoyer des événements, donc vos analystes, vos ingénieurs de SOC, etc., vont malheureusement pas donc analyser et détecter les éventuelles fuites, donc les comportements ou bien les utilisateurs malicieux, etc. Voilà. Donc tout ça, ce sont les piliers de n'importe quel programme de protection des données. Ce qui nous mène forcément à parler donc de la vision de Symantec, donc de la vision de Symantec qui se traduit par la solution Data Loss Prevention et la solution DLP. La solution donc Symantec DLP repose aussi sur trois piliers. D'accord? Donc la première brique qui est très très importante, c'est la partie des. D'accord? Donc aujourd'hui, pour avoir une solution de protection optimale, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir reconnaître ou bien détecter ou bien savoir où se trouvent vos données confidentielles. Ça, c'est le point le plus important. D'accord? Les données confidentielles peuvent se trouver sur site, donc en local, dans des serveurs, dans des postes de travail, dans des bases de données ou autres, peuvent se trouver sur le cloud, dans de la messagerie électronique, Office 365, Google Suite ou autres, peuvent se retrouver sur des applications de partage, OneDrive, Box, Dropbox, des serveurs de partage aussi, donc Azure, Amazon, GCP, Google, etc. Donc, la base de la solution Symantec DLP, c'est la détection de ces données-là, donc indépendamment de où est-ce qu'elles se trouvent. Et bien sûr, la reconnaissance aussi du type des données à protéger. D'accord? Quelles sont les données qui doivent être protégées en priorité? D'accord? Ça peut être des données structurées, des données réglementées, comme ça peut être de l'intelligence, donc des propriétés plutôt intellectuelles, autres. Le deuxième, donc, Victor, la deuxième brique, c'est le monitor des données. D'accord? Donc, on doit comprendre comment ces données-là sont utilisées. Comment les données confidentielles sont utilisées, par qui elles sont utilisées.
à qui elles appartiennent et comment ces données-là sont utilisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, une donnée confidentielle peut être confidentielle pour une personne, mais n'est pas pour un autre. Celui qui génère, celui qui crée la donnée confidentielle, forcément peut la manipuler. Donc, elle n'est pas confidentielle pour lui. Par contre, un autre employé, elle peut l'être pour lui, comme elle peut ne pas l'être. Le top management doit avoir de la visibilité sur tout. Donc, pratiquement rien n'est confidentiel pour lui. Les données sensibles, les données confidentielles d'un département peuvent ne pas l'être pour un autre. Les données confidentielles d'un département de ressources humaines ne sont pas forcément les données confidentielles d'un département de finances ou bien d'un département de marketing. D'accord? Et à travers donc cette reconnaissance-là, à travers cette analyse-là des données, on va appliquer ce qu'on appelle la protection. D'accord? C'est là où on va empêcher les données d'être exploitées, les données d'être exfiltrées et les données d'être donc de tomber entre de mauvaises mains qui pourront les utiliser d'une mauvaise façon. Alors, donc, c'est là où on va commencer réellement à parler de sémantique DLP. La première chose pour réussir un projet DLP, c'est la protection des données à travers les différents vecteurs de fuite. D'accord? Les données se trouvent généralement sous trois formes de données. On parle de data at rest, d'accord? Les données qui sont stockées. Et là, on parle forcément soit de stockage réseau, donc ça peut être des fichiers, des serveurs de fichiers, ça peut être des bases de données, ça peut être de l'exchange, ça peut être des NAS, etc. Ou bien sur le endpoint, d'accord, des données qui sont stockées sur les postes de travail des utilisateurs, ça peut être un laptop, ça peut être un desktop ou autre. Et là, on doit protéger contre les différents vecteurs qui peuvent donc être utilisés sur le poste de travail. Ça peut être des disques amovibles, des clés USB, ça peut être des applications, ça peut être des virtual desktops. Donc quelqu'un qui a plusieurs machines sur un poste ou bien sur un serveur, donc il va essayer de transférer des données entre ces virtuelles machines, etc. Et donc, on parle aussi de tout ce qui est data in motion, d'accord? Donc, les données qui sont en mouvement, data in use. Donc, les données qui sont en utilisation, les données qu'on est en train d'utiliser, d'accord? Et lorsqu'on parle de ça, on parle forcément soit du web ou bien du cloud. Donc, on parle du web pour la partie email. Donc, quelqu'un qui va essayer de faire de la fuite de données à travers donc l'envoi des mails vers l'extérieur. Ça peut être aussi le web, donc quelqu'un qui va essayer d'envoyer donc des requêtes, que ce soit en HTTP, que ce soit en HTTPS, autre. Ça peut être de l'FTP, ça peut être de l'instant messaging. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la solution Symantec, elle est certifiée IPv6. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez si vous avez une plateforme qui utilise de l'IPv6, il faut savoir qu'on n'intègre aucun problème. D'accord? Sinon, ça peut être aussi la partie cloud. Donc, que ce soit de la messagerie cloud, donc à travers, encore une fois, Office 365, Gmail, autres. Ça peut être des applications cloud. Je citais tout à l'heure euh, Box, Dropbox, OneDrive, etc. Ça peut être des applications customisées. Aujourd'hui, on a le moyen de bloquer toutes les fuites qui peuvent subvenir à travers ces vecteurs-là. Et l'avantage de Symantec par rapport, l'avantage de Symantec, c'est que toutes ces protections-là utilisent la même console de management, ou bien une console de management unifiée qu'on appelle une forge. D'accord? Et en plus de la console de management, on va appliquer les mêmes politiques à travers les différents vecteurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir des politiques dédiées pour le endpoint, des politiques dédiées pour le network ou bien pour le stockage. Les mêmes politiques de sécurité, vous allez créer une politique une seule fois et vous allez l'appliquer donc sur les différents vecteurs de la façon que vous voulez l'appliquer. Tout ça va vous assurer donc une protection optimale et une protection homogène à travers les différents vecteurs de fuite. Que je répète encore une fois, donc sont le endpoint, partie réseau donc à travers l'email et le web, la partie stockage et la partie cloud. Voilà. Donc,
La deuxième chose à faire pour protéger les données confidentielles, c'est de protéger tous les types de données possibles. D'accord? Traditionnellement, les solutions DLP ont été conçues pour protéger tout ce qui est customer information, bien tout ce qui est données, tout ce qui est données des personnes, bien ce qu'on appelle les PII, Personal Information Identifier. OK? Donc, ça peut être des numéros de sécurité sociale, ça peut être des données financières, donc des numéros de carte bancaire, des numéros de crédit, ça peut être des données médicales. Mais les entreprises ont évolué et on a remarqué que certaines, ce ne sont pas toutes les entreprises, ont des données qui sont beaucoup plus importantes que les données personnelles. Et là, on parle des données d'entreprise. D'accord? On parle de tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est ressources, des documents de ressources humaines, tout ce qui est des documents de finances, etc. D'accord? Et la solution Symantec DLP est spécialement conçue pour protéger toutes ces informations-là, à la fois donc les données structurées traditionnelles et les données non structurées de grande valeur. D'accord? Quel que soit sur le cloud ou bien en interne, quel que soit le mode d'accès à ces données-là, on va utiliser un ensemble de techniques de détection que je vais vous expliquer dans les slides à venir pour pouvoir détecter et bloquer toutes ces données-là, donc indépendamment de leur nature et du type de ces données-là. Voilà. Donc, pour détecter ces données qui sont sensibles, une fois qu'elles sont identifiées, la solution DLP de Symantec va vous permettre de créer des politiques de sécurité. Donc, des politiques DLP pour protéger les données sensibles. Et là, on va parler de deux types de politiques, d'accord, ou bien de règles. Une politique est créée à base de deux parties. Donc, des règles de détection et des règles de réponse. D'accord? Les règles de détection se basent sur le contenu et sur le contexte. Donc, on va voir c'est quoi cette donnée-là. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des données personnelles ou bien des données d'entreprise. Et bien sûr, le contexte. Donc, qui utilise cette donnée-là, comment il l'utilise, où est-ce que cette donnée elle se trouve, etc. Une fois qu'on a déterminé, donc détecté cette donnée-là et on a pu déterminer son contexte, on va commencer à appliquer les règles de réponse. Quand on parle de règles de réponse, on parle soit d'action ou bien de notification. D'accord? Même si la notification, elle fait partie des actions. Donc là, on va décider qui notifier. On va décider de donner le choix à l'utilisateur de justifier ou non. On peut bloquer ou bien prévenir la donnée d'être envoyée vers l'extérieur. Et on peut aussi appliquer donc d'autres mécanismes tels que le chiffre. Et l'avantage de ces montages, je le répète encore une fois, c'est que toutes les politiques sont créées dans une seule console, dans une même console de management, unifiée, et toutes ces politiques-là sont appliquées à tous les vecteurs de fuite. Donc, qu'elles soient sur le endpoint, sur le stockage, sur le cloud ou bien sur le network, on n'aura pas besoin de créer des politiques différentes. Les mêmes politiques qu'on a créées pour le endpoint, on va les utiliser aussi pour le network, etc. Donc, une fois qu'on a expliqué le fonctionnement de DLP à travers ces différentes règles de détection et de réponse, dans ce slide, je vais vous expliquer quelles sont les techniques de détection qui sont utilisées par Symantec. Et vous vous rappelez bien, au début, j'avais dit que les bases d'un programme de protection de données ou bien les bases d'une solution de DLP, de un, c'est la visibilité everywhere, donc la visibilité partout, et de deux, d'avoir des moyens de détection supérieurs. Et Symantec, aujourd'hui, dispose de la suite de techniques de détection la plus complète du marché. Et ça, c'est pas Symantec qui le dit, mais c'est Gartner qui le dit à travers une étude qui a été faite. D'accord?
Donc, on va essayer de partir de la gauche vers la droite et vous expliquer les différentes techniques de détection qui sont donc utilisées par Symantec pour détecter les informations et bien les données sensibles d'entreprise. Donc, on commence toujours par ce qu'on appelle le DCM ou bien Described Content Matching. Et là, on parle forcément de Described Data, donc de données qui sont décrites. Forcément, on parle de mots-clés, d'expressions régulières, etc. Et là, donc, on va détecter des mots-clés, on va déclarer des mots-clés. Ça peut être, par exemple, dans un document, on va dire que si on voit le mot confidentiel ou bien le mot interne ou autre, c'est considéré comme, comme un identifiant, donc comme quoi le document il est confidentiel. D'accord? Ça peut être aussi une combinaison, donc à travers des expressions régulières. La deuxième technique, ou bien ce qu'on appelle le EDM, ou bien Exact Data Matching, est peut-être le moteur de détection le plus utilisé chez Symantec. Ce moteur-là, il va vous permettre de protéger les données structurées. D'accord? Ça peut être des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte bancaire, ça peut être des données gouvernementales ou autres. Et généralement, ces données-là sont stockées soit dans des bases de données ou bien dans des fichiers de tabulation, de fichiers Excel, des fichiers CSV, etc. Afin d'utiliser EDM, il faudra exporter ces données-là. D'accord? Généralement, on les exporte sous forme de fichiers CSV et on va créer ce qu'on appelle un profil. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Exact Data Profile. D'accord? Après, on va faire une indexation de ce profil-là sur la console de management et on va créer des règles de détection pour comparer les données qu'on va recevoir ou bien qu'on va essayer d'envoyer avec le contenu du profil ou bien le contenu de l'index. Et lorsqu'on va détecter qu'il y a des correspondances et qu'on va bloquer, ou bien on va appliquer les techniques de réponse nécessaires. Le troisième moteur ou bien la troisième technique, c'est ce qu'on appelle le EMD, d'accord? Ou bien Exact Match Data Identifier. Exact Match Data Identifier est un nouveau moteur qui a été rajouté dans la version 15.5, d'accord? Et il a le même principe que EDM. Et dans ce module-là, on va rajouter l'obligation de créer un identifiant et à chaque fois qu'on va détecter une correspondance, il faudra vérifier que l'identifiant existe, d'accord? Et qu'il est valide. Ce qui va nous permettre de limiter tout ce qui est false positive. Par exemple, si on a une base de données, une base de données de ressources humaines, et on va créer une politique DLP qui va bloquer les numéros de sécurité sociale. D'accord? Dans ce cas, on va dire que à chaque fois qu'on va trouver une correspondance avec un numéro de sécurité sociale, on doit vérifier qu'il y a un numéro d'employé qui correspond. D'accord? Et dans ce cas, c'est le numéro d'employé qui est notre identifiant. Et ça, c'est unique chez Symantec. Aujourd'hui, aucun autre éditeur ne peut vous offrir cette fonctionnalité-là, ce qui va vous permettre d'éliminer énormément de fausses positives. D'accord? Après, donc, on commence à entrer dans tout ce qui est données non structurées. Et là, systématiquement, on va utiliser des techniques d'indexation et des techniques qui sont basées sur de l'intelligence artificielle. Le premier moteur qui a été introduit par Symantec, alors Symantec était le premier éditeur à rajouter ça dans les solutions DLP, c'est ce qu'on appelle le Indexed Document Matching, ou bien EDM. D'accord? L'EDM, il va nous permettre d'indexer des documents complets. D'accord? Ça peut être des rapports financiers, ça peut être des contrats ou autres. Et là, on parle forcément de données qui sont structurées. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter des modèles, on va injecter des templates, d'accord, de documents dans la console de management, dans Inforce. Et on va créer des règles de comparaison avec les fichiers et on va donc comparer toutes les données, tous les documents qu'on va essayer d'exfiltrer ou bien de transférer avec ces modèles-là. D'accord? Et là, on va utiliser la notion de threshold. Ça veut dire qu'on va
déterminer à quel stade on va dire qu'il y a une correspondance. On peut dire par exemple à 50% si le document correspond à 50% au document indexé, à 70%. Et là, c'est à vous de trouver un bon équilibre. Pourquoi? Parce que si vous descendez très bas, donc forcément, vous allez avoir beaucoup de falses positives, d'accord? Et si vous allez plus haut, systématiquement, vous pouvez rater des correspondances. Donc, il faut essayer de trouver un juste équilibre. Après, donc, on arrive à ce qu'on appelle le VML ou bien Vector Machine Learning. Et là, le Vector Machine Learning, il va utiliser de l'intelligence artificielle et du machine learning. Là, on peut indexer des documents et ce moteur-là, il va faire de l'apprentissage pour détecter les documents qui lui correspondent. D'accord? Et là, on parle de tout ce qui est unstructured texte. Ça veut dire tout ce qui est texte non structuré. Il y a quelqu'un qui va s'amuser à mélanger les textes, quelqu'un qui va s'amuser à changer la structure des documents. Généralement, on parle de documents d'engineering, on parle de documents de design, on parle de documents de code source, etc. Et là aussi, on va utiliser la notion de threshold. Par contre, le plus important, c'est l'apprentissage que va faire ce moteur-là. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser des templates, chaque fois qu'il va détecter, il va faire de l'apprentissage et donc il va améliorer la technique de détection. Enfin, donc, le dernier moteur et la dernière technique, c'est ce qu'on appelle Sensitive Image Recognition. Ce module-là est fait de l'OCR. Et il fait aussi de la reconnaissance de forme ou bien de formulaire. D'accord? Quand on parle de l'OCR, on parle forcément de la reconnaissance des textes dans des images. D'accord? Et la particularité de l'OCR de Symantec, c'est qu'il ne fait pas seulement extraction de texte dans des images brutes, mais il peut aussi extraire des images qui sont intégrées dans des fichiers, par exemple des fichiers Word, des fichiers PDF, des emails, etc. Et ça, c'est unique à Symantec. Aucun autre éditeur ne peut le faire. D'accord? On reconnaît aussi les formes. Ça veut dire que, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut indexer des contrats, indexer des documents qui sont des prototypes de documents. Et là, la différence, c'est qu'on ne va pas comparer le contenu de ces documents-là, mais on va comparer la forme. Ça veut dire que, indépendamment de ce qu'on va renseigner, même si, par exemple, je prends un contrat, je vais renseigner des informations qui ne sont pas sensibles. Ce moteur-là, il va le bloquer. Pourquoi? Parce qu'on va bloquer la structure du document et pas le contenu. D'accord? Et l'autre particularité aussi de l'OCR de Symantec, c'est qu'il peut reconnaître plus de 100 langues, donc incluant l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, tout ce qui est latin, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ces techniques-là, et on arrive à détecter efficacement les tentatives de fuite, d'accord? On va commencer à faire donc la réponse, d'accord? Et la réponse doit être le plus rapidement possible. Pour cela, donc chez Symantec, on s'appuie sur des workflows automatisés pour accélérer le temps de réponse et de correction. D'accord? Donc, en ce qui concerne la réponse, DLP donc, utilise la meilleure approche pratique qui est l'automatisation d'abord, puis elle viendra donc l'intervention de l'humain. Et avec cette technique-là, donc avec cette automatisation-là, on va réussir à bloquer plus de 60 à 70% des alertes sans qu'il y ait l'intervention des administrateurs de la solution. D'accord? Le but chez Symantec, d'ailleurs, c'est qu'on arrive à remédier, à répondre aux incidents en moins de 5 secondes. D'accord? Donc, il faudra choisir dans quel ordre on va informer, donc notifier, quelles sont les informations qu'on doit offrir, qu'on doit exposer aux administrateurs, quelles sont les actions qui doivent être prises, etc. Tout ça donc, doit se faire
en moins de 5 secondes. Donc, l'administrateur de la solution doit prendre connaissance de l'incident, doit le comprendre en moins de 5 secondes. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé chez Symantec. Donc, une fois qu'on va faire de la réponse, systématiquement, on va commencer à faire des notifications, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la notification va servir pour l'éducation des utilisateurs. Donc, on va les éduquer à travers des notifications. Quelqu'un qui va essayer de transférer des emails, des données via des emails, il va recevoir des emails de retour pour lui dire, voilà, vous avez essayé de tenter de transférer des données. Donc, si c'est intentionnel, il va arrêter de le faire. Si c'est inintentionnel, dans ce cas, il est au courant, donc il va apprendre à ne plus envoyer. La même chose au niveau du endpoint. Ce que vous voyez là sur la droite, donc dès que quelqu'un va essayer de faire une action sur le endpoint, on va lui afficher un pop-up. Donc le pop-up, il va l'informer qu'il a essayé de faire une tentative de fuite, mais en plus de ça, il va lui permettre de se justifier. Le justificatif il peut être utilisé de 1 pour l'éducation, encore une fois. S'il dit par exemple qu'il ne savait pas que la donnée était sensible, donc forcément on doit l'informer, on doit lui apprendre à reconnaître les informations sensibles. Et si par malheur il va commencer à donner des réponses qui sont incohérentes, par exemple la première fois il va dire que je ne savais pas, la deuxième fois il va dire etc. Là, ça veut dire qu'on va avoir une preuve comme quoi cet utilisateur-là est en train de. D'accord? Je vais vous montrer des exemples de notifications tout à l'heure lorsqu'on va faire la démonstration, Inch'Allah. Voilà. Après, donc, au début, on avait dit que les piliers d'une solution de protection, d'une solution DLP, sont la visibilité partout, des techniques avancées ou bien des techniques les plus avancées pour détecter les tentatives de fuite. Après, on avait parlé aussi des intégrations. D'accord? L'avantage de la solution Symantec, c'est que non seulement elle s'intègre avec les solutions Symantec, mais elle peut s'intégrer aussi avec des solutions third party. Parmi les solutions avec lesquelles on s'intègre avec les solutions qui nous permettent d'appliquer les mêmes politiques sur le cloud. D'accord? Donc, les mêmes politiques qu'on va créer en premise, on va aussi avoir la possibilité de les appliquer sur le cloud. Sur le cloud, on utilise la notion de detection services, d'accord, de connecteurs ou bien de cloud detection services. On a 3 types de cloud detection services. On a le premier détecteur, donc qui va nous permettre de s'intégrer avec Cloud, qui est la solution CASB de Symantec, qui va nous permettre de contrôler tout type d'application cloud. D'accord? Que ce soit des applications Office 365, Box, Gmail, Dropbox, autres. Que ce soit aussi des espaces de stockage sur le cloud, sur Azure, sur GCP, Google, sur Amazon ou autres. Donc, on va avoir la capacité non seulement de détecter, mais d'appliquer les mêmes politiques qu'on applique en local. La deuxième technique et le deuxième Cloud Detection Service, c'est l'intégration avec WSS. D'accord? WSS, c'est le proxy Symantec sur le cloud. D'accord? Symantec est connu, c'est le leader mondial sur la partie proxy. D'accord? Et on a l'équivalent du proxy qu'on utilise en local, ce qu'on connaissait dans le passé sous le nom de Bluecoat. Aujourd'hui, on a aussi un proxy cloud qui a les mêmes fonctionnalités, qui s'appelle WSS. Et généralement, on l'utilise pour les utilisateurs qui ne passent pas via le proxy. Ça veut dire les utilisateurs qui vont se connecter soit de leur mobile, par exemple sur de la 4G, en utilisant de la 4G, en se connectant chez eux, en utilisant par exemple du Wi-Fi qui ne passe pas via le proxy. Donc, on ne va pas utiliser le VPN ou autre. Après, on a donc, Cloud Detection Service for Email. Et là, on va s'intégrer avec n'importe quelle application de messagerie possible. Ça peut être de l'Exchange, Online Exchange, ça peut être l'Office 365, ça peut être du Gmail. Et on peut même s'intégrer avec de l'Exchange on-premise ou une autre solution on-premise si le client dispose d'une autre solution. Voilà. Autre intégration qui est aussi une innovation et quelque chose d'unique
chez Symantec, c'est qu'aujourd'hui, on peut intégrer la solution DLP, donc DLP de Symantec qui est le leader sur la partie Information Protection, avec SEP qui est le leader aussi sur la partie Endpoint Protection. Pourquoi cette combinaison-là? En fait, il faut savoir qu'aucune solution DLP du marché, y compris la solution Symantec, ne peut détecter les fuites qui se font via des applications ou bien des processus. Les solutions DLP se basent essentiellement sur le comportement humain et les applications qui sont déclenchées par l'humain. D'accord? Par contre, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'attaques, par exemple des ransomware, etc., qui font de l'exfiltration de données. Ça veut dire que l'attaquant, il va vous envoyer un cheval de Troie généralement, et ce cheval de Troie-là, il va offrir un canal avec un serveur de command and control, ou bien avec un serveur distance sur Internet, et il va commencer à lui envoyer des données, il va lui envoyer des informations. Parfois, sans même pas vous attaquer. On a vu plusieurs fois des applications qu'on télécharge sur Internet, des applications de traitement de texte, de traitement d'images, etc. Généralement, c'est des freeware, bien sûr, c'est des solutions qui sont gratuites. Dès qu'on les installe, ces applications-là vont commencer à faire de l'exfiltration de données vers l'extérieur. Et malheureusement, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune solution DLP ne peut le bloquer. Par contre, les solutions endpoint, dont SEP, elles peuvent contrôler toutes les applications et les process qui tournent sur le poste de travail. Et donc, on peut détecter les applications malicieuses qui peuvent faire de la fuite de données. Et l'avantage, c'est qu'on a un leader DLP et un leader endpoint qui travaillent entre eux. Donc, SEP, il va détecter ces applications-là, il va informer DLP, et DLP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer, donc il va continuer à surveiller ces applications-là, et il va le bloquer. C'est ce que vous voyez là, donc, sur ce slide. Là, c'est pour la partie intégration, donc vous avez à cocher cette case-là, et bien sûr, il y a aussi une configuration qui se fait sur la partie SEP. Après, donc, une fois qu'il y a des détections, vous voyez que le moteur qui a détecté, c'est SAP Intensive Protection. Et l'application, par exemple, ici, qui a essayé de faire de la tentative de fuite, c'est une application Forex Calculator. Donc, c'est une application, c'est un exécutable qui a essayé de faire de la fuite de données. Et je répète encore une fois, ça, c'est unique à Symantec. Et aujourd'hui, il n'y a aucun concurrent, aucun éditeur DLP qui peut le faire, mis à part Symantec. Voilà. Avant de finir donc la présentation, je voudrais juste parler un petit peu de la méthodologie de déploiement ou bien de mise en place en DLP. Ce qui est recommandé chez Symantec, c'est de ne pas faire de la prévention directement. C'est de ne pas faire du blocage directement. D'accord? On passe toujours par des étapes. On commence par faire de la visibilité. D'accord? Donc, on va commencer par installer la solution DLP. On va faire du monitoring. Donc, on va créer aucune politique ou bien une règle de protection. Donc, on va faire que du monitoring. Donc, on va scanner, on va détecter. Ça va vous permettre de raffiner vos politiques de sécurité. Ça va vous permettre aussi d'éduquer les utilisateurs. D'accord? Donc, une fois qu'on a de la visibilité, on commence à faire de la remédiation. On commence à éduquer les employés. Donc, on peut leur envoyer des emails, on peut leur envoyer des échantillons, on peut leur envoyer des screenshots de la console pour leur dire que voilà, vous avez essayé de faire des tentatives, etc. Par la suite, on passe à la phase de notification. Ça veut dire que quelqu'un qui va essayer d'envoyer un email malicieux, il va recevoir un email de retour. Quelqu'un qui va essayer d'envoyer quelque chose à travers le endpoint, il va forcément recevoir le pop-up pour lui dire que voilà, monsieur, vous avez essayé de faire de la tentative de fuite. D'accord? Une fois donc que les notifications donc, sont appliquées, ce qu'on remarque, c'est pratiquement 80% des fuites vont cesser. Là, par exemple, sur le slide, c'est un client chez lequel on a fait le test. Ils avaient plus de 1000 incidents par semaine. Et à la fin, donc, depuis le démarrage jusqu'à la fin, jusqu'à l'application de la prévention, donc on a réduit à pratiquement moins de 200 incidents par semaine, ce qui est très, très important pour les administrateurs de la solution. Donc, ils vont faire un focus sur les incidents les plus importants et du coup, donc, on va aussi économiser sur les ressources qui vont gérer la solution DL.
Voilà. Avant de finir, encore une fois, donc on finit pas sans parler du leadership de Symantec DLP. Donc vous pouvez le voir sur ce slide que DLP est considéré comme le leader incontesté des solutions DLP. Donc que ce soit sur le Gartner, le Forrester, la DKT, IDC, SC Awards, etc. On est toujours les leaders. Sur le Gartner, on l'a été pendant 10 ans de suite. Sur le Forrester, on l'est pour la 12e année de suite. Franchement, ça fait des années de suite que Symantec est considéré comme le leader donc, sur le marché de DLP. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on va passer donc à la partie démonstration. Voilà. Pour la démonstration, donc, j'ai préparé un premier plan. Donc, on va essayer de suivre ce plan-là. Par contre, vous avez le choix. Vous pouvez aussi me proposer vos propres scénarios. Si vous voulez voir des choses euh, spéciales, ou bien vous voulez parler de certaines techniques de détection ou autres, donc n'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à poser la question et on va appliquer aussi. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire d'une façon basique, on va essayer de bloquer des emails. Donc, on va se mettre dans la peau d'un utilisateur, d'un employé qui va essayer de faire de l'exfiltration des données. Donc il reçoit ou bien il a en sa possession un document confidentiel. Ce qu'il va essayer de le faire, il va essayer de l'envoyer par email. Bien sûr, nous on va essayer de l'empêcher. Si on l'empêche, donc lui il va se dire tiens, je vais essayer de le mettre sur un disque amovible. Pourquoi pas une clé USB, pourquoi pas un distributeur externe ou autre. Bien sûr, on va. Si on le bloque, il va se dire que tiens, allez, je vais imprimer le document, on va bloquer le print, et va essayer de le mettre, de l'envoyer par une messagerie non professionnelle, par exemple Gmail, et va essayer de le mettre sur OneDrive, par exemple, parce qu'on l'a bloqué, donc on va essayer de le mettre sur OneDrive. Après, on va essayer de voir des techniques, comment on va faire de la découverte, comment on va faire de l'OCR aussi. Et bien sûr, à la fin, je vais vous montrer donc la console rapidement. Je vais vous montrer quelques exemples d'incidents et je vais vous parler aussi de tout ce qui est admin role-based management, etc. Donc, c'est ça le plan que j'ai préparé. Mais n'hésitez pas aussi à me suggérer ou bien à proposer d'autres tests si vous voulez qu'on les voit. Voilà, donc on va essayer de commencer notre démonstration par le bloc des emails. Donc, ici, nous avons plusieurs comptes qui sont créés. D'accord? Donc, on va essayer d'envoyer de test user à partir du domaine Symantec Demos vers l'arrêt qui est outside Demos Symantec, dans deux domaines différents. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va partir, on va créer un premier email qui est safe, d'accord? Donc, on va créer un premier email qui ne contient pas de données confidentielles, juste pour vérifier que la communication entre test user et l'arrêt fonctionne. Ok, on va le nommer safe email. On va l'envoyer, juste accélérer un peu les choses. On vient ici et on voit que l'email est ici. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans l'email, donc voilà, il y a un document qui contient des numéros de jeu, bien sûr, des personnes qui ont gagné et des numéros gagnants. Donc, c'est un document qui ne contient pas des données confidentielles. Par la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'envoyer un email toujours de test user vers notre ami Larry. Cette fois-ci, on va mettre test block DLP et on va lui attacher un fichier qui est plutôt donc confidentiel, un fichier qui contient des données confidentielles. Hi, Larry, my friend. OK, envoyé. On fait la même chose ici. Send and receive.
Et cette fois-ci, donc, l'email n'est pas passé. Donc, on vérifie chez Larry, il n'y a pas d'email. OK, il n'a rien reçu. Par contre, test user, donc, il a reçu une notification lui disant comme quoi il a transféré, d'envoyer un email vers Larry. Donc, l'objet de l'email, il s'appelle test block DLP. Là, c'est la règle qui l'a bloqué, America's PII, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que l'administrateur de la solution, ça je vais vous le montrer tout à l'heure aussi dans la règle, donc on avait configuré pour envoyer une notification vers test user et aussi une notification vers notre ami IT admin, donc l'administrateur de la solution DLP. Et là, donc, on a plus d'informations, donc on a le numéro de l'incident, celui qu'on va retrouver sur la console, enforce, donc le protocole qui a été utilisé, la sévérité et bien sûr euh, le nombre de d'incidents ou bien le nombre de correspondances qui a été détecté qui est de l'ordre de 15. D'accord? Donc, on a vérifié qu'on a bloqué les emails. Notre ami utilisateur, donc test user, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va se dire pourquoi pas le mettre mettre ce document-là sur une clé USB ou bien sur un disque amovible, autre. D'accord? Donc on va copier ce document. On va venir aussi, donc on a un disque dur virtuel qui est là, copié, et systématiquement, donc, on a donc une notification comme quoi cet utilisateur il a essayé de transférer un email, plutôt un document, et on va lui demander de se justifier. Dans ce cas, on va mettre des no transferring this data was restricted, donc comme quoi qu'il ne savait pas que transférer était euh, pas autorisé, donc il va se justifier, d'accord? On lui a bloqué le, on lui a bloqué le transfert, donc ce qu'il va essayer de faire, il va essayer de le mettre sur, pourquoi pas sur, il va l'imprimer plutôt. D'accord? C'était ça qu'on avait prévu dans le truc. Vu qu'on n'a pas d'imprimante qui est installée sur la démo, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est c'est d'imprimer le document en PDF. D'accord? Donc, dès qu'on clique, on lui donne un nom, test, print, save, et voilà que c'est bloqué. Cette fois-ci, il va dire que son manager l'a autorisé. OK? D'accord? Donc, on l'a empêché de le faire. Allez, on va rajouter un autre test. Il va se dire que pourquoi pas, je vais essayer de faire un copier-coller. Et dans ce cas aussi, donc, on l'a bloqué. Et cette fois-ci, il va se dire, il n'y a aucune donnée confidentielle dans ce document. Rappelez-vous de tout ça, on va le voir plus tard dans la console de management. Voilà, donc pour le moment, on a bloqué les emails, on a bloqué le transfert vers une clé USB et on va bloquer tout ce qui est copier-coller. Et on a bloqué aussi le print, donc l'impression. Donc, à partir de là, notre utilisateur il va se dire pourquoi pas essayer d'envoyer ce document-là en utilisant un email non professionnel, par exemple Gmail. Donc, il vient ici, il va se dire, allez, je vais l'envoyer à arrête, at gmail.com. Subject confidential file. Eh bien, il va sélectionner notre document qui est là. Hop. Et il va... Ah, on l'a bloqué. Donc, systématiquement, on a bloqué Gmail. D'accord? Allez, cette fois-ci, il va dire aussi qu'il n'y avait pas de document. Donc, il n'a pas pu l'envoyer par email. Il va se dire pourquoi pas essayer de le mettre sur OneDrive, tout simplement. Plutôt Drive, qui est associé aussi à Google. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient ici. Hop, il va chercher le document. Desktop. Notre fameux document qui est là. Et il va essayer de l'uploader. Et là aussi, donc, on l'a bloqué.
va maintenir le même justificatif. Donc, pour le moment, nous avons vu les emails, l'USB, le print, copier-coller, Gmail, OneDrive. D'accord? Donc, essentiellement, on a vu les différents cas qui peuvent venir de l'email et les différents cas qui peuvent venir de l'endpoint. Malheureusement, dans la démo, on n'a pas d'intégration avec le proxy, sinon je vous aurais aussi montré donc, comment faire des blocages quand on essaie d'envoyer en FTP ou bien en HTTP ou bien même en HTTPS. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, je vais essayer de vous montrer tout ce qui est discovery. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait de la découverte dans la console, à partir plutôt de la console. D'accord? Donc, je reviens ici, je pars sur ma console. Déjà que vous remarquez ici qu'on a un certain nombre de détections qui ont été annoncées depuis les différents blocs que j'ai fait avec les différents scénarios testés. Donc, si je viens ici, par exemple, et je pars sur Incidents, Network, je devrais systématiquement trouver donc, les emails qui ont été bloqués. Elle est là. D'accord? Donc, test block, et vous avez systématiquement donc, les emails l'email qui a été bloqué. Voilà les correspondances, donc les 15 correspondances que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, vous avez ici test user qui a essayé d'envoyer à l'arrêt, d'accord? Le sujet, donc, test block DLP. Le document qui a été bloqué, bien sûr, ça, on peut le cacher si on veut. Et dans ce cas, on est avec un super administrateur, donc on le permet. Donc, sur ce côté-là, à droite, vous avez les informations sur l'utilisateur, donc test user. Ça, c'est une intégration, on peut le faire, donc une intégration avec LDAP, on peut faire l'intégration avec une autre solution que ce soit LDAP, un serveur Radius ou autre. D'accord? Donc, je vais essayer de cliquer donc Notify Manager et je vais voir est-ce qu'il va notifier le manager. Je reviens ici et je mets Send and Receive et systématiquement, l'administrateur il n'a pas reçu. Je pense que ça n'a pas été configuré. Donc, voilà. Donc là, on a reçu un deuxième email pour lui dire que test user il a essayé de transférer des emails vers un utilisateur qui n'est pas autorisé à recevoir ce genre de document. Si je pars sur la partie endpoint, donc là, vous allez voir aussi les différents blocages qu'on avait vus jusqu'à maintenant. Donc là, on va descendre un petit peu. Celui-là, donc c'était le user notification. Là, c'était les mails. Là, c'était le test USB. Donc, quand on a essayé d'envoyer les mails sur la clé USB, voilà. Donc, vous avez les correspondances qui ont été détectées, l'utilisateur, donc l'action qui est le blocage, et bien sûr, c'est aussi le justificatif de l'utilisateur. D'accord? Donc, on va revenir en arrière. On va voir, ça, c'est la tentative de print. Ça, c'est la tentative du copier-coller. D'accord? Et ça, donc, c'est la tentative de l'envoi sur OneDrive. Voilà. Donc, on a vu les différents incidents. Maintenant, on va partir sur Discovery Targets. D'accord? Là, on va essayer de faire de la découverte de données qui sont stockées soit sur un poste de travail ou bien sur un serveur distant. D'accord? Donc, on va prendre par exemple l'exemple celui-là, Enforce File Share Scan. OK? Donc, vous voyez là quelles sont les données qu'on va essayer de traquer, tout ce qui est confidential data protection, tout ce qui est intelligence, propriété intellectuelle, tout ce qui est OCR, et bien sûr, Personal Identifier Information, on va le rajouter. Et voilà, donc là, vous avez targeting. Donc, on va utiliser
un scan complet, parce qu'en fait, on peut faire aussi des scans successifs ou bien incrémentales. Et là, donc, on va essayer de scanner ce fichier-là. D'accord? On va essayer de scanner ce fichier, donc qui est dans Enforce, File Share, pour montrer ça. Donc, Enforce, File Share, là, on Enforce, exactement. Donc, c'est ce fichier-là. Donc, on va le scanner, on va lancer un scan, on va sélectionner Enforce, File Share, Start, et vous allez voir, donc starting, là on va actualiser jusqu'à ce que le scan se termine. Et, donc il est en train de scanner. Toujours en train de scanner. On va attendre qu'il termine le scan. Ça prend un peu de temps, c'est normal. On est sur le réseau. Patientez un tout petit moment, juste le temps qu'il termine le scan. Voilà, ready. Donc, on vient ici, on clique sur ça. Voilà le dernier qui a été lancé. Donc, le 23/9, completed. On a 133 correspondances. D'accord? Et si on vient ici, donc on retrouve toutes les correspondances qui ont été détectées. D'accord? Là, on a fait de la découverte. D'accord? Donc, on a découvert plusieurs documents. On peut ouvrir, par exemple, un document. On va voir quelles sont les correspondances qui ont été, etc. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer euh, de voir quelles sont les actions qu'on peut appliquer. D'accord? Pour le moment, on a fait du scan. Mais on va essayer de bloquer, ou bien de supprimer, ou bien de déplacer ou de mettre en quarantaine un fichier. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, toujours le même scan. On va entrer à l'intérieur. On va voir donc Protect. Là, on va dire Quarantine. D'accord? Ça veut dire qu'on va mettre en quarantaine les fichiers qu'on va détecter. D'accord? On va cliquer sur Save, donc revenir en arrière. Et on va, attendez, relancer. Donc, non, pardon. Donc, je vais relancer. Ah non, je dois le sélectionner. Attendez, je vais vous montrer un des fichiers qu'on avait vu tout à l'heure pour être sûr. Donc, on va essayer de voir un des fichiers. Par exemple, et donc là, EDM Data, ça c'est un fichier. Ah, donc on va voir par exemple
ce fichier-là, donc SSN EDM test, on va voir file share, view, share, file share backup. Celui-là va nous envoyer vers le file share. Et le document, il s'appelle, et donc, HTML1, SSN, EDM, test. Donc, il faut que je le retrouve. Voilà, ce document-là. Donc, vous pouvez voir son contenu. Il y a des numéros de série, il y a des trucs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la découverte sur ce même fichier-là. Rappelez-vous comment il était et vous allez voir maintenant comment il va devenir. On lance le scan. On va attendre le temps qu'il finisse. D'accord. Ça va prendre un petit moment aussi. D'accord. Juste le temps qu'il termine. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va partir sur les mêmes antécédents. Et ce que vous allez voir, voilà, si vous avez remarqué, tous les fichiers, on trouve un volt, donc une quarantaine devant ces fichiers-là. Qu'est-ce qui a changé sur le fichier lui-même? Vous vous rappelez, c'était ce fichier-là. Quand on va l'ouvrir, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Tout à l'heure, il y avait des documents, il y avait des informations, il y avait des colonnes, etc. Maintenant, on vous dit que this file was relocated on September, blah, 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 because it was possible violation of, attendez, violation of the company's America's PIA DCM Data Security Policy. Donc, le fichier lui-même, il a été mis en quarantaine et on a remplacé le fichier d'origine par un autre fichier, donc, qui vous dit comme quoi, donc, il a été remplacé et qu'il est mis en quarantaine. Vous voyez à quel point on peut être fort et on peut être efficace avec le Discovery. Voilà, donc une fois que je vous ai montré le Discovery, je vais vous montrer aussi tout ce qui est OCR et Form Recognition. OK? D'accord? Donc, on va essayer d'abord de revenir sur sur la console. OK? On va partir sur Discovery Scanning, Discover Targets. On va voir donc la partie tiers. Donc là, c'est actif, il n'y a pas de problème. On va voir c'est quoi la cible donc qu'on va scanner. On va scanner un fichier qui s'appelle scanned
images, ok. Donc, c'est des images scannées. On va lancer protect, on va rien faire, d'accord, on va ni crypter ni rien du tout. Qu'on va faire, donc on va lancer le scan OCR sur ce document-là et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Ça devrait être plus rapide. Il n'y a pas beaucoup de documents. Voilà, ready. Donc, on vient ici, completed. Donc, j'ai trouvé 3 correspondances. Et ces 3 correspondances-là, donc, ce sont ces 3-là. D'accord? Quand je clique, voilà l'incident que j'ai. Et le document qui a été bloqué, c'est celui-là. Attendez, j'ai un problème d'affichage ici, j'arrive pas à voir tout le document. Pourquoi j'arrive pas à accéder à l'image? Je devrais voir l'image. Je vais voir un autre incident. Donc, je vais partir sur Discover. Je vais voir celui-là. Ah oui, celui-là, c'est un PNG. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est une image. Voilà. C'est une image PNG qui a été scannée du document, donc qui a été bloquée. Et là, donc, on a fait l'extraction de ces données-là, les comparer. Et ici, donc, au niveau de la console, vous voyez très bien que le document, c'est un fichier .png, d'accord? Et ce qui a bloqué, donc, c'est le file system et c'est l'OCR, donc, qui a permis la reconnaissance du texte et le blocage. Nous avons vu, voilà, donc, nous avons vu la partie, la partie, nous avons vu la partie OCR. On va essayer de voir aussi la partie tax forms. Donc là, la même chose. Donc on active l'OCR et personal information. Donc on va voir qu'on n'a pas de protection prévue. Et là, donc on va essayer de scanner ce document. Donc enforce file share images. D'accord? Donc on va le scanner. On va revenir vers notre politique qui est là. Tax forms. On va lancer un scan et vous allez voir ce qui passe. Encore un. Ah, parfait. Et là, d'accord, completed. Il nous a détecté un document. Lorsqu'on va voir, donc, voilà, c'est un type de fichier, show size. Donc, c'est un type de formulaire. Indépendamment de ce qui a été saisi à l'intérieur, systématiquement, on va le bloquer. Donc, je pense qu'avec ça, nous avons déjà vu les différents cases de
de blocage et de discovery. Donc, nous avons vu la partie email, la partie USB, la partie donc print, donc impression, le copier-coller. Nous avons vu la tentative d'essayer d'envoyer des emails à partir de Gmail ou bien de mettre des documents sur Drive. Nous avons vu la partie découverte. Nous avons vu aussi comment on peut appliquer des contrôles, c'est-à-dire déplacer des documents, les mettre en quarantaine ou autre. Et nous avons vu la partie form recognition. D'accord? Maintenant, je vais vous faire un petit review de toute la console de management, donc ce qu'on appelle le Enforced. Je vais vous montrer aussi quelques incidents, donc la plupart on les a vus jusqu'à maintenant, et je vais vous parler de tout ce qui est admin, donc Administration Role-Based Management. D'accord? Donc la première des choses, lorsque vous vous connectez sur la console Enforced, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous tombez sur donc un dashboard. Sur le dashboard, vous avez plusieurs types de rapports, plusieurs types d'informations qui sont publiées par rapport aux incidents, par rapport à la sévérité des incidents, etc. Tout ça est customisable, d'accord? Donc, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous pouvez afficher les informations que vous souhaitez avoir. Après, donc, on a le deuxième onglet, la partie incident. D'accord? Avant de parler de la partie incident, on va partir sur les autres. Donc, on va voir la partie système. Sur la partie système, donc, vous avez les informations par rapport aux différents serveurs qui sont installés, etc. Vous avez des informations sur les agents. Vous avez les informations sur aussi, bien sûr, les rapports et les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est très important. D'accord? Donc, c'est là où on va faire l'intégration avec LDAP, etc. Incident data, donc des données sur les incidents. Incident deleter, donc si on veut supprimer des incidents, etc. Settings, donc pour la partie protocole, pour la partie générale, tout ce qui est adresse IP, etc. Login management, c'est là où on va voir le role-based management tout à l'heure. Et bien sûr, database, il faut savoir que la solution DLP repose sur une base de données Oracle. D'accord? Après, nous avons donc la partie management. Sur la partie management, on traite essentiellement les politiques. D'accord? Donc, lorsqu'on part sur la partie policy list, vous allez trouver toutes les politiques donc, qui existent. D'accord? Qui existent. Pour le but de cette démonstration, donc j'ai désactivé toutes les politiques et j'ai laissé juste l'America's PII. Et c'est pour ça que vous avez remarqué tout à l'heure, à chaque fois, donc c'était l'America's PII qui bloquait les choses. D'accord? Mais ça aurait pu être n'importe quelle autre politique. Je vais vous montrer très rapidement donc c'est quoi l'America's PII. Donc je le disais tout à l'heure, donc lorsque vous vous connectez, bien sûr, vous avez des informations, le nom de la politique, une description, etc. Le groupe, là c'est important. Donc c'est quoi les données que vous voulez bloquer. Après vous avez les détections, les réponses et les groupes. D'accord? Donc detection, quels sont les rules ou bien quels sont les critères pour bloquer, d'accord, pour détecter. Groups, à qui s'applique cette politique-là. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre des exceptions si vous voulez. Après, vous avez les politiques de réponse. Et c'est là que vous choisissez quels sont les blocages, quelles sont les réponses que vous voulez avoir, les notifications, etc. Et comme vous pouvez voir, donc on a du network, on a du endpoint, on a du network for web. Donc on a du cloud aussi et on a du stockage. De la même politique, on va l'appliquer aux vecteurs de suite. Et ça, c'est une force de Symantec par rapport aux autres. Les autres, vous devez créer des politiques customisées pour chaque vecteur. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, donc on va essayer un petit peu de créer une nouvelle politique from scratch. D'accord? Donc, vous avez deux choses. Donc, vous pouvez importer des politiques, sinon vous créez une nouvelle politique. Lorsque vous créez une nouvelle politique, vous pouvez choisir. Soit vous créez une politique nouvelle, complètement nouvelle qui n'existe pas, ou bien se baser sur une template. D'accord? Dans ce cas, on va commencer par une template juste pour voir quels sont les templates qu'on peut avoir, donc les modèles qu'on peut avoir. Et vous avez vu, donc il y a des règles américaines, il y a tout ce qui est International Regulatory Enforcement. Donc là,
On va retrouver certainement GDPR, on va retrouver les IPA, on va retrouver d'autres. Voilà, GDPR, il est là. On va retrouver aussi tout ce qui est Customer and Employee Data Protection. Ça, c'est important aussi pour des entreprises. Or Classified Data Protection, etc. Lorsqu'on va créer une politique de zéro, donc sans se baser sur rien, à partir de là, donc vous devez remplir vous-même et les politiques de détection et les politiques de réponse. D'accord? Lorsqu'on veut voir quels sont les data profiles, donc là, ce sont les profils ou bien les indexations de documents dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'exact data matching, on a aussi l'indexed document, d'accord? On a l'indexed document, on a le vector machine learning et on a aussi le form recognition, d'accord? Discovery scanning, ça, on l'a déjà vu, c'est tout ce qu'on était en train de faire maintenant. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est scan, plutôt tout ce qui est incident, d'accord? Donc, vous avez le dashboard. Après, vous avez aussi des incidents qui sont classés par network, endpoint, discover et users. D'accord? Si on part sur users, vous allez voir quels sont les utilisateurs les plus risqués. Dans notre cas, ça doit être certainement user, bien sûr, parce que c'est lui qui faisait toutes les tentatives de fuite, puisqu'on utilisait un seul poste de travail. Après, pour la partie endpoint, vous avez toutes les détections ou tous les incidents qu'on a eu tout à l'heure. La même chose pour sur la partie network. Après, vous avez des contrôles aussi. Vous pouvez exporter en format CSV ou bien XML. Vous pouvez les envoyer par email. Vous pouvez les enregistrer, donc les utiliser plus tard ou bien les utiliser sur une autre console, etc. Donc, j'arrive au dernier point. Donc, concernant le role-based management, donc là, on part sur users, d'accord? Plutôt attendez, login, voilà, login management. Donc, DLP users. Donc là, vous avez les différents administrateurs de la solution et vous pouvez avoir bien sûr des administrateurs avec différents profils. Là, ce qu'on va faire, on va créer des rôles. D'accord? En créant les rôles, donc je vais créer par exemple un rôle que je vais nommer. D'accord? Et là, vous allez définir quelles sont les informations auxquelles ce type de rôle il peut accéder ou bien il ne peut pas accéder. D'accord? Vous voyez là, donc systématiquement, nous avons, on peut lui afficher les pièces jointes, on peut les supprimer, on peut lui permettre de voir incidents ou non, on peut lui permettre de gérer juste la partie endpoint, on peut lui permettre de gérer juste la partie discover. Donc tout ça, c'est des informations qui sont très importantes et vous pouvez créer autant d'administrateurs avec des privilèges différents que vous voulez. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour la démonstration. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, vous avez aussi nos coordonnées, donc vous pouvez nous contacter à tout moment et on essaiera, Inch'Allah, de se déplacer chez vous, de vous faire des présentations, des démonstrations, des conseils, tout ce qu'il faut pour répondre à vos besoins. Voilà, merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Je te remercie, Abdelrazak, pour l'ensemble de tes explications, pour ta patience, pour ton expertise également. Ça a été très enrichissant, à mon avis, pour tout le monde. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et surtout que finalement, même si une solution de DLP a l'air comme ça dans l'esprit de chacun complexe, finalement, c'est pas aussi complexe à mettre en place. La complexité n'est pas dans l'outil lui-même, la complexité, elle va être plutôt dans l'intelligence qu'on va mettre l'entreprise à classifier ces différentes données. Si la classification, elle est bien faite, si on sait très concrètement qu'est-ce qu'on doit protéger, comment les protéger, la DLP va être assez simple à mettre en place. Croyez notre expérience dans la mise en place de solutions de DLP et de classification. Vous avez la possibilité, évidemment, de faire appel à nous en tant que partenaire Symantec pour vous accompagner sur des projets de classification, pour vous accompagner dans des projets de mise en place
de solutions DLP, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez une présentation au sein de vos locaux, pour vos équipes, pour votre management. Si vous souhaitez la mise en place d'une maquette, d'un POC, vous pouvez également nous solliciter. Nous serons évidemment ravis de vous accompagner, que ce soit pour un POC ou pour la mise en place d'une solution DLP. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de revoir ce webinaire qui est enregistré. Nous allons le publier très prochainement sur notre chaîne YouTube, Uniday, Uniday, et donc vous aurez la possibilité de revoir, de partager cette Uniday auprès de vos équipes. Je vous rappelle également que nous faisons un certain nombre d'actions en matière de communication autour de la cybersécurité, que ce soit sur nos réseaux sociaux, mais également sur notre chaîne YouTube. Donc l'ensemble de nos Unidays sont disponibles. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à consulter régulièrement notre site internet, notre blog, mais également nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour vous informer à la fois sur ce que fait Uniday, mais également sur l'actualité cybersécurité algérienne, mais également au niveau mondial. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Uniday. Au revoir.